la richesse inestimable du patrimoine que nous possédons, héritage légué par nos fondatrices, conservé et transmis par nos devancières. Comment consolider les lieux de transmission? Comment assurer sa pérennité? Aujourd'hui, nous nous trouvons au Jardin de François, où l'urbaniste Serge Filion rencontre sœur Claudette Paquette. Tous deux sont membres de la Corporation du Jardin de François depuis les débuts du projet. Bonjour, M. Filion, vous allez bien? Bonjour, sœur Claudette. Bien, quand je suis ici, ça va toujours bien. Alors, je n'ai aucun mérite. J'avais une première question pour vous, pour entrer vif dans le sujet. Qu'est-ce qui vous a pris d'avoir l'idée de créer un jardin de cette ampleur-là, ici, à cet endroit? Comment en êtes-vous venu à cela? C'est une bonne question. Oui. Parce que ça date de 2002. Imaginez-vous que dans nos plus jeunes sœurs, il y avait deux sœurs, en particulier sœur Doris et sœur Réjeanne, qui aimaient se rencontrer, puis se posaient des questions profondes, presque existentielles. Puis là, elles se rendent compte que le vieillissement des sœurs, elles se rendent compte que vraiment, il n'y a pas beaucoup de relève. Alors, elles se disent, qu'est-ce qui va arriver de nos valeurs quand on ne sera plus là? Alors là, l'idée du jardin leur vient en aide. Si on faisait un jardin qui parle de Saint-François, quelle idée merveilleuse ce serait, n'est-ce pas? Fait qu'elle demande au Conseil général si on pouvait passer ça au chapitre. Je vais vous lire la recommandation qu'elles ont faite au chapitre général. Que soit étudiée la possibilité d'aménager un terrain en vue de la réalisation d'un beau jardin qui pourrait être le jardin de François. Alors, l'année d'ensuite, ils ont décidé de faire une étude de faisabilité. Ils ont créé un jardin, un comité pour parler du jardin. Après ça, il y a deux événements qui nous ont aidés à mettre en œuvre ce jardin-là. Le premier événement, c'était en 2005, quand la Baie-Saint-Paul allait peut-être être nommée capitale culturelle du Canada. Les membres ont accepté d'intégrer le projet du jardin dans la recherche, puis dans le travail qui allait être fait pour devenir capitale culturelle du Canada. Et de fait, Baie-Saint-Paul est devenue capitale culturelle du Canada en 2007. Alors cette année-là, quand on a vu que le jardin allait marcher, on a demandé à une architecte paysagiste, Mme Malaka Akawi, de la firme WAA, pour nous aider à faire un premier plan. Et ça a marché pour le premier plan. Puis le deuxième événement qui nous a aidés à donner suite à ce jardin-là, c'est la ville était depuis quelques années en recherche d'eau potable. Mais voilà qu'ils ne trouvent pas d'eau. Vous vous rappelez de ça, M. Filion, n'est-ce pas? Très bien. Puis M. Gauthier construisait l'hôtel La Ferme dans ce temps-là, maintenant le Germain. Et il trouvait qu'il y avait beaucoup d'eau sur le terrain. Alors, il s'est dit, peut-être que la ville serait contente de trouver de l'eau proche, la vraie eau. Alors, ils ont demandé pour venir ici, sur notre terrain, le terrain qu'on avait choisi pour devenir le jardin. Et ils ont sondé, creusé. Et l'expérience a été extraordinaire. L'eau a jailli, mais il a fallu la faire couler. La faire couler pendant 2 ans sans rien retenir. Pourquoi? Pour voir le débit, l'odeur, la couleur, le goût. Alors là, c'était bon pendant les 2 ans. À la fin des 2 ans, c'était encore très bon, surtout le débit, et le reste venait avec. Alors, ce sont les deux événements qui nous ont vraiment aidés à donner suite à notre jardin. Alors, un peu plus tard, monsieur, vous êtes devenu le chargé de projet pour continuer d'avancer encore plus et de trouver des personnes compétentes comme M. Gilles Filion, qui était responsable de l'eau ici dans le jardin. Alors, on a pu avoir un ruisseau, un bassin, etc. Et puis, c'est en 2014
qu'on a commencé réellement à travailler le terrain. Puis c'est en 2015 que ça a ouvert. Alors, votre question, c'était pourquoi on voulait créer un jardin? Eh bien, on a voulu créer un jardin parce qu'on voulait semer la beauté, cultiver nos valeurs et puis enraciner la présence franciscaine dans Charlevoix. Monsieur Filion, vous, de votre côté, on avait parlé qu'on pouvait avoir un jardin sans pesticides, sans insecticides, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Bien sûr, c'était pour nous une grâce. Hein. Je pense que le contact a été fait avec Sœur Carmen à l'époque, par Mario Dufour, qui était président de la Commission des biens culturels. Et Mario avait été aussi commissaire à la Commission de la capitale, donc il me connaissait professionnellement très bien. Il avait vu comment on avait fait à la Ville de Québec le Jardin Saint-Roch, qui était une inspiration. Il s'est dit, donc s'ils peuvent faire ça, ils peuvent sûrement donner un coup de main à Baie-Saint-Paul. Et aussi la Commission de la capitale, pendant 10 ans, on a verdi la ville, on a embelli la ville. Donc, tout ça a fait que je ne tombais pas en territoire étranger. Mais je voudrais juste nous rappeler en début qu'en urbanisme, en architecture, on dit toujours qu'un projet réussit, 2 conditions. La première, l'intelligence du donneur d'ouvrage. Si le donneur d'ouvrage sait ce qu'il veut, où il va, s'il a des convictions profondes, on est en voiture. Et la deuxième, bien sûr, c'est le talent des concepteurs. Je ne m'inclus pas là-dedans, les urbanistes, les architectes du paysage. Alors, c'est ça qu'on a essayé de créer d'un premier temps, une équipe complète autour d'un donneur d'ouvrage qui savait où il allait et qui avait une bonne idée au bon moment. Le premier enjeu, c'était de voir vraiment avec le donneur d'ouvrage sa détermination à réaliser le projet, puis sa connaissance des enjeux et des conséquences, parce qu'il y a des coûts, il y a des enjeux, c'est plus long qu'on pensait. Alors, c'est ça qu'il fallait savoir. Deuxièmement, je veux dire, devant un projet de cette envergure-là, il fallait vérifier aussi un peu, comme un certain premier ministre disait, les conditions gagnantes. Oui, on a un donneur d'ouvrage intelligent, c'est la première question. La deuxième, c'était, est-ce que la municipalité va accepter un projet comme ça? Surtout, vous avez parlé de la source d'eau potable, ils étaient impliqués, le terrain appartenait aux religieuses, mais la municipalité voulait déjà l'acheter. Donc, il y avait une possibilité qu'il n'y ait jamais de jardin si la ville l'achetait. Donc, il fallait travailler en étroite collaboration avec M. le maire et avec son conseil. Et la troisième condition gagnante, bien sûr, qu'est-ce que la population de Baie-Saint-Paul va penser de cette aventure-là? Vous voulez leur faire un cadeau. Nous, en bon Père Noël, on est allé voir en consultation publique avec les religieuses, avec tout le public qui s'est réuni à la chapelle ici. Est-ce que le public reçoit ce projet-là comme une bonne idée? C'est la meilleure façon de convaincre les politiciens, c'est d'avoir l'appui de la population. Alors, c'est comme une économie circulaire. Il faut que tout le monde soit aligné sur un projet à l'unisson. C'était ça, les conditions gagnantes, et on les a tout de suite observées. Après ça, c'était beaucoup plus technique. Il fallait monter une équipe de connaisseurs. Moi, j'assumais un peu la direction générale à votre demande, mais je parle beaucoup, mais je ne fais pas tout. Alors, est-ce qu'on a des bons professionnels? Madame Malaka-Kawi, je la connaissais depuis toujours, puisque c'est son bureau qui a fait le Jardin Saint-Roch. Donc, il y avait une connexion avec les gens qui l'ont précédé et son équipe actuelle. Oui, ils sont capables de faire ce projet-là. Deuxièmement, il fallait avoir des spécialistes de l'eau, parce qu'on avait le projet de la ville. Donc, il y avait des relations aussi avec le ministère de l'Environnement. On est sur la prise d'eau potable d'une grande population. Alors, il ne fallait pas la contaminer et tout ça. Donc, on avait des préceptes environnementaux pour protéger la qualité du sol et finalement faire de ce jardin un peu le protecteur de la source d'eau potable en dessous et non pas l'ennemi. Troisièmement, avec la ville, il a fallu discuter beaucoup d'architecture, de design. Vous voyez comme le bâtiment ici, par rapport aux couleurs des bâtiments environnants, se fond dans le jardin. Je me rappelle d'avoir dit à M. le maire et surtout à l'architecte qu'ils avaient engagé, ce n'est pas une usine que nous faisons, c'est un pavillon jardin. Ça a l'air de rien, là, mais on vient de tout changer la commande, de l'intégrer, et c'est même devenu, avec le temps, un centre d'interprétation de l'eau. On peut, par les fenêtres qui sont là, comprendre le phénomène de l'eau potable, le phénomène de la géothermie. Alors, c'est une station obligée pour les gens, les environnementalistes, de venir voir comment on a une source d'eau naturelle, qui n'est pas une usine, là,
Ça se compare à la ville de New York, on pourrait la boire sans la filtrer. Parce que ce n'est pas, même pas une nappe souterraine, c'est une rivière souterraine. Donc, on en a pour longtemps au régime de pluie qu'on a ici au Québec. Alors, il y avait toutes ces convergences environnementales, administratives, politiques, géopolitiques. On a dit, on est en voiture, on peut faire un projet intéressant, puis les gens vont être... Mais on faisait toujours attention à chaque étape de faire calculer les coûts, puis de demander à la communauté, est-ce qu'on continue ou on arrête? On avait toujours un plan B. Une des premières rencontres qu'on a avec l'architecte du paysage, mais il faut avoir un concept. Hein. Si on n'a pas de concept, donc j'ai essayé d'être à votre hauteur. Mais ici, comment on peut transformer? C'est un pré, hein, c'est un plat, on voyait tout le paysage tout le tour. On aurait pu être dans la cour en arrière des autres. Alors, on a dit, ce qu'on va faire, puis ça explique toute la topographie, là, puis c'est très circonstanciel. M. Gauthier faisait l'excavation pour ses bâtiments. Donc, on va dire comme Vigneault, as-tu vu le trou? Mais as-tu vu le tas? Nous, on a dit, on va le prendre, le tas. Et le concept était de former un peu, de répéter la géomorphologie de Baie-Saint-Paul, la chaîne de montagnes qui entoure la vallée, et de sorte que quand les gens sont ici dans le jardin, ils sont presque totalement à l'abri des vues et des bruits et de l'animation urbaine, tout en étant au centre-ville de Baie-Saint-Paul. Vous vous demandez peut-être aussi pourquoi on l'appelait le jardin de François? Oui, mais c'est quoi la présence des œuvres d'art à l'intérieur du jardin? Quels sont les messages dans les 10 stations, si on peut les appeler comme ça? Et c'est vous qui êtes le réalisateur de ce volet. Ces 11 stations dont vous parlez, elles ont été créées par le poème que François a composé, qu'on appelait le Cantique des créatures. Puis on avait demandé aux architectes paysagistes de faire un jardin qui illustre chaque station ou chaque paragraphe du poème du Cantique de François. Puis alors, les gens ont lu le poème, ils ont trouvé ça beau. « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour mon frère le soleil, pour ma sœur la lune, pour mes sœurs les étoiles, pour... » Alors, plus ils lisaient le poème, plus ils se faisaient une idée des stations du jardin. Mais pour y arriver, ils voulaient savoir plus que le poème. Alors, ils ont demandé d'avoir des livres, des revues pour connaître Saint-François, pour connaître François d'Assise. Qui est-il? Qui est-il, ce François qui a composé ce poème? Alors, François, dans son enfance, puis dans son adolescence, c'était quelqu'un qui aimait la gloire, qui voulait paraître, qui voulait montrer qu'il était bon. Il voulait devenir chevalier avec le plus bel équipement de tous les chevaliers. Puis, avec le temps, il s'est rendu compte que c'est pas ça qui donnait le bonheur. Alors, il s'est demandé, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à chercher, à creuser en dedans de lui par des recherches en prière, en réflexion. Puis là, il a vu que ce n'était pas de paraître qui était l'important, mais c'était plutôt d'être et de vivre ce qui est le plus beau au profond de chaque personne pour trouver un bonheur. Alors, un peu plus tard dans sa vie, il a composé son poème. À la force de lire ce livre, elles ont décidé de commencer la première partie du jardin, quand on entre ici, par un grand parvis pour représenter la gloire. Ils voulaient paraître les chutes d'eau, les fleurs magnifiques, etc. Puis avec le temps, ils ont fait une montée pour montrer que François descendait à l'intérieur de lui, mais en même temps, il montait dans sa connaissance de Dieu, dans sa connaissance de lui-même, dans sa connaissance du paysage, de celui qui avait créé ce si bel environnement, dans sa connaissance des hommes, autant les lépreux que les évêques, autant les gens proches de lui que les gens étrangers. Peu importe la couleur, la religion, il devenait frère universel, frère de la nature. Alors, il pouvait appeler nos frères les arbres, nos sœurs les étoiles, notre sœur l'eau, si belle et si pure, notre frère le feu, indomptable et fort, disait-il dans son poème. Alors, quand ils ont vu tout ça, ils ont dit, on a ce qu'il faut pour partir. Alors, après avoir parlé un peu de sa vie dans le jardin, ils ont monté les différentes stations pour parler de ses frères et sœurs qu'il aimait de tout son cœur. Puis il les aimait tellement, puis
Puis ils faisaient tellement un qu'on a commencé à dire c'est un frère universel. Il est le frère de la nature, frère des hommes, frère des animaux, frère de tous. Alors oui, c'est un parcours, oui, vraiment horticole parce qu'il y a beaucoup de plantes, puis il y a beaucoup de fleurs, d'arbustes, mais il y a aussi l'histoire d'un personnage qui transcende un peu l'histoire parce qu'il est né dans les années 1200, le début des années 1200, fin des années 1100. Alors, il transcende l'histoire, puis ce qu'il développait, ce qu'il aimait, ce qu'il respectait dans la nature, dans les personnes, dans les animaux, dans ce qui l'entourait, fait encore sens aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que ce parcours est davantage un parcours spirituel pour nous et qui aide les gens à s'arrêter, à aller au fond d'eux, à regarder, à apprécier le silence, à apprécier le bruit de l'eau qui est plus délicate dans le jardin. J'apprenais récemment en lisant un ouvrage d'une ingénieure forestière je crois qu'elle était de Nouvelle-Zélande, mais c'est un ouvrage absolument fantastique où on a découvert que les arbres, même les arbres, ont une espèce d'obédience chrétienne dans le sens que les arbres s'entraident dans une forêt. On sait que dans la vie, c'est la compétition. Hein? L'écosystème, c'est celui qui est le plus fort. Oui, il y a de la compétition partout dans la vie, puis il faut être excellent pour passer à travers, mais en même temps, il y a l'entraide qui vient avec la compétition, l'espèce de compassion pour les plus faibles, les plus démunis. Et quand on s'aperçoit que les arbres vont jusqu'à prêter des racines à un arbre voisin qui est dans la misère, ça attaque pas mal notre orgueil. Hein? Il faut être beaucoup plus humble et peut-être que ces semences du bien et du mal sont en nous, puis sont dans la nature. Puis, il n'y a pas une barrière hermétique entre le végétal, l'animal et l'homme. C'est ce qu'on commence à comprendre, ce qu'on commence à apprécier. À quelques pas du jardin se trouve l'allée des Sœurs, qui mène au cimetière. Aménagé il y a plus d'un siècle, le sentier représente un autre legs important des petites franciscaines de Marie. C'est vrai que les petites franciscaines de Marie ont fait des aménagements qui ont marqué durablement le paysage de Baie-Saint-Paul. Le fait d'avoir constitué des grandes allées d'arbres comme ça qui font communiquer les deux cimetières ensemble, le cimetière des Sœurs et le cimetière de la ville, d'avoir créé ces axes-là de transport-là à travers la ville dans un cadre paysager qui est quand même intéressant 40-50 ans plus tard, il fallait quand même avoir beaucoup de vision. C'est un acte d'urbanisme que de planter des arbres, que de les planter avec une idée derrière la tête sur un aménagement à long terme. Pour border le sentier, les Sœurs ont fait appel à l'élégance de l'érable argenté. C'est un arbre qui était très disponible à cette époque-là et qui avait la réputation de pousser très rapidement. Le patrimoine arboricole légué par les Sœurs requiert cependant, au point de vue de sa conservation, une attention particulière. Dans toute la gamme des interventions qu'on peut faire en arboriculture, il y a évidemment de s'assurer de faire une fertilisation, de faire en sorte que le sol soit toujours fertile. C'est sûr que le sol fait foi de tout. Il faut que les arbres soient dans des bonnes conditions. Il faut qu'ils ne manquent pas d'eau en période de sécheresse. Il faut qu'ils aient des nutriments dans le sol. Donc, il faut qu'ils soient dans des milieux qui sont enrichis. Il faut que le sol soit assez fertile pour que les arbres se gardent en bonne santé et puissent passer les générations sans développer de problèmes de maladie. Une des bonnes manières d'intervenir, c'est quand il y a des travaux qui se font à proximité des arbres, c'est de prévoir les protections qui sont adéquates autour des arbres quand il y a besoin de travailler près des racines. Il y a plusieurs manières qui existent de faire des chantiers, de faire des trottoirs, de faire toutes sortes d'infrastructures très près des arbres. Il y a des techniques qui sont approuvées. Je pense qu'il faudrait quand même déjà prévoir la relève. Donc, il y a déjà certains arbres qui avaient des signes de dépérissement qui ont été abattus. Il y a d'autres arbres qui ont des signes. Il y a un phénomène qui s'appelle le ravalement de cimes. Là. Les arbres, ils font une descente de leurs cimes pour essayer de repousser dans le bas. Ça, c'est des signes qui ont absorbé tous les nutriments qui étaient disponibles. Il y a certainement une relève à mettre en place, mais il y a moyen d'étirer les arbres qui sont en place pour encore plusieurs années si les soins appropriés seront prodigués aux arbres.
On avait pensé à la pérennité de nos valeurs. On avait pensé à la pérennité des valeurs de François d'Assise. Puis quoi d'autre que la terre qui produit des arbustes, des fleurs, des arbres qui se renouvellent d'année en année. C'est jamais terminé, même ça devient de plus en plus beau. La pérennité, c'est comme une situation d'équilibre. Au début, moi, je voyais ça très simplement. Je disais toujours à votre communauté et à M. le maire, il faudrait qu'on ait un bail éternel sur la propriété du jardin. Il ne faut pas que ce soit loti dans 50 ans parce qu'on peut faire des développements immobiliers. Alors, je demandais qu'il y ait une clause éternelle de non-développement sur le terrain pour le protéger. Puis après ça, les avocats m'ont fait comprendre, bien, Serge, on ne peut pas décider pour les conseils municipaux à venir, pour les générations futures, si dans 100 ans, ils décident qu'ils meurent de faim puis ils veulent cultiver ou ils veulent faire du développement, c'est hors de notre contrôle, mais donnons-nous une période de temps, puis je pense qu'on a opté pour une espèce de bail amphithéotique de 50 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, le jardin est protégé pour 50 ans, puis c'est son évolution, comme vous le disiez, qui va faire la démonstration de son utilité. Sans la nature, pas de jardin, mais sans culture, pas de jardin non plus. C'est un peu là où l'homme intervient pour domestiquer la nature, lui donner un sens, la faire parler, la mettre en exergue un peu et tirer des leçons de pédagogie, de qualité de vie. Et le jardin est un instrument extrêmement puissant. En urbanisme, l'homme qui plantait des arbres, c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison. On peut changer un environnement total. Des fois, on voit des quartiers ordinaires. Mais à partir du moment où on fait des plantations d'aliments, on fait des jardins communautaires, on fait des jardins cultivés, des jardins horticoles pour admirer la beauté puis des arrangements floraux, on s'aperçoit que la qualité de vie puis le dynamisme des populations augmente. Donc, c'est pas anodin, c'est vraiment une mission de rendre les gens heureux. C'est ça le but. C'est pas de faire de l'argent avec le terrain, c'est pas de faire un site d'entreposage, c'est de donner un sens. Et je pense que là, vous avez réussi, nous avons réussi, ils ont réussi, tous ceux qui acceptent et qui vont l'entretenir, parce que quand on fait un jardin, il faut penser à l'entretien à long terme. Donc, il faut donner des motivations, il faut faire des ententes avec des groupes universitaires ou des unions de producteurs pour voir est-ce qu'il y a toujours un parrain qui va s'occuper du jardin puis qui va comprendre le sens profond du jardin. Alors, vous êtes assuré d'une survie éternelle, ma chère. Moi, j'en ai profité les 2 premières années spécifiquement en faisant des visites avec des gens. Alors, les gens venaient pour visiter des groupes de jeunes, des groupes d'horticulteurs, des groupes de personnes qui se mettent ensemble pour dire « parlez-nous de votre jardin ». Ils voulaient entendre parler du jardin de François. Puis des fois, simplement des gens qui passaient « Vous êtes religieuse? C'est vous qui avez commencé ce jardin? Pouvez-vous nous expliquer le marteau sur le mur? » Le marteau sur le mur, eh bien, le marteau, c'est un T. C'est un tau. Déjà. C'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et je leur raconte que François dessinait le tau sur le front de ses frères, puis de certaines gens, des enfants, des lépreux dont il prenait soin. La dame me dit, « Voulez-vous tracer le tau sur mon front? » Je deviens bien émue et je dis oui. Et je me rappelle de la bénédiction de François, que le Seigneur vous garde dans la paix, qu'il vous donne la sérénité et vous donne cette paix qui ne finit pas. Et la dame était tellement joyeuse et rayonnante, elle m'a dit « ça me fait du bien ». Alors, j'en ai profité beaucoup, je le visitais presque tous les jours les premières années. Maintenant, mon travail est un peu augmenté, même si je m'en vais vers la retraite, là. Puis cette année, je suis venue seulement peut-être 12 à 15 fois visiter le jardin, mais en profiter pour le revoir, le voir pousser, le voir grandir, puis raconter aux gens qui posent des questions, ce que je sais sur le jardin, surtout le ruisseau, avec ses pierres placées d'une façon vraiment bien placée pour avoir une petite chute d'eau ici, une plus grande chute d'eau un peu plus tard. Puis là, le soleil, notre frère soleil qui nous apparaît et qui nous réchauffe et nous éclaire. Puis quand je fais une retraite, comme on fait une retraite annuelle, où on vient pendant une semaine de temps prendre un recul dans notre vie pour se refaire, se reposer autant spirituellement que physiquement.
Alors moi, je viens passer la majorité de mes journées de la retraite au jardin pour vivre des moments heureux, des moments de paix, des moments de réflexion, des moments d'intériorité, etc. C'est vraiment la notion d'altruisme qui ressort de vos propos parce qu'elles ont fait un double don. Hein. Elles ont pris une partie de leurs dernières ressources pour les investir dans ce jardin et de leur connaissance et de leur foi pour traduire ça dans un langage pédagogique, pour aider à la transmission des valeurs de Saint François de façon éternelle. Donc, je vous souhaite une très longue vie parce qu'il y a encore beaucoup de communication à faire, beaucoup d'explications à donner. Ce n'est pas parce qu'on a fait un jardin que tout le monde a compris. Donc, il faut que vous fassiez des conférences, des invitations, des événements avec, évidemment, les services de la ville et tout ça. Il y a moyen d'animer ça. Mais il faut que cet esprit fondateur du jardin là, ne nous échappe pas. Parce que sans votre message intérieur, c'est un jardin comme un autre si on ne comprend pas, si on ne peut pas y lire ces messages-là.